C'est toujours un réel plaisir de nous retrouver en face de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro de cette émission que nous avons le privilège et le bonheur de recevoir dans cette émission le coordonnateur général de l'Alliance de forces sociales et coordonnateur général de la société civile de la RDC. Vous l'avez bien compris, il s'agit bel et bien de M. Christopher Ngoï-Moutamba. C'est avec lui aujourd'hui que nous allons brosser quelques sujets d'actualité qui défraient la chronique, mais également parler de ses structures et de sa position par rapport à l'actualité. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour, cher. Merci une fois de plus de nous recevoir ici chez vous et bienvenue à cette émission. Merci. Alors, vous le savez, ce n'est un secret de polichinelle. L'actualité reste focalisée aujourd'hui sur la problématique de la révision ou du changement de la Constitution. Ce sujet qui fait couler encre et salive. Beaucoup s'interrogent autour de la position de la société civile de la RDC que vous coordonnez. Vous êtes la personne la mieux attitrée, la personnalité mieux placée pour parler au nom de cette structure. Quelle est aujourd'hui la position de la société civile de la RDC au sujet de cette épineuse question des révisions ou de changement de la Constitution? Bon, moi je crois que notre position elle est simple. La Constitution, autrement appelée la loi fondamentale, c'est le socle même, la structure d'une nation. En tant que tel, vous savez, la RDC, aujourd'hui nous avons 64 ans depuis notre accession à l'indépendance. Nous avons tout vu, nous avons tout connu. Mais notre cheminement est caractérisé par la propension de ceux qui nous avaient colonisés ou d'autres puissances à pouvoir nous maintenir sous leur emprise. C'est ce qui fait que même notre système politique n'est pas propice au développement que tous nous cherchons. C'est ainsi que nos institutions, jusqu'à présent, oui, il y a eu des moments de dictature et qui nous avait imposé des animateurs pendant la dictature, c'était l'extérieur. Et s'appuyant sur des textes qu'ils nous avaient imposés, bon, bien qu'indépendants, mais nous avons subi. Et également, ce n'est pas un secret pour personne, que lorsque, après que nous ayons battu, en prenant beaucoup de risques pour faire tomber la dictature de M. Mobutu, il y aura l'avènement de l'AFDEL. L'AFDEL, c'est un mouvement qui est parti de l'extérieur, qui a été porté par l'extérieur, par certains pays voisins, qui étaient associés en tant que mercenaires. Mais une fois au Congo, ils ont goûté du miel. Bon, ils ont senti qu'ils ne peuvent plus partir. Et le pillage systématique, l'infiltration de nos institutions et tout le reste indique clairement qu'il y a eu un plan qui a été monté. Et ce plan ne pouvait réussir que si il y avait des principes qu'on devait glisser ou qu'on a pu glisser astucieusement dans notre loi fondamentale et dont ils se servent jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est un secret pour personne. De cela, est-il défendu à un peuple de se dire, parmi les mots qui nous gangrènent, bien sûr, nous souffrons aujourd'hui. Il y a le marasme social, on ne refuse pas. Il y a également des problèmes congénitaux liés à la Constitution, la manière dont notre structure sociétale évolue. Ça, ce n'est un secret pour personne. Il nous faut de la hauteur. Nous avons été à la conférence nationale souveraine, je dis bien souveraine. Il y a eu des morts pour arriver à confirmer, à mettre tout le monde d'accord que cette conférence-là devenait souveraine. Parce que c'était un forum qui avait rassemblé drastiquement
presque toutes les couches sociales de la RDC. Bon, véritablement, vous verrez que toutes les composantes de notre société y étaient représentées. Et à l'issue de ces travaux, il y a un projet de constitution qui était fin prêt pour être présenté au référendum, adopté, et puis voilà que l'Occident va avoir peur de ce projet-là, de cette constitution-là, qui a été rédigée sous la houlette de Marcel Liaou, le professeur, que vous connaissez très bien. Et ils vont détourner notre élan en nous apportant l'AFDEL. Naïf, nous avons applaudi, on a dit, bon, on va nous libérer et tout ça, parce qu'exaspérés par le pouvoir Mobutu, la dictature Mobutu. Alors, nous avons dit, on nous a libérés et tout ça. Mais à 64 ans, c'était une forme des impérialistes. Des impérialistes. On nous a dribblés et puis on nous a imposé autre chose. Et puis eux seuls, comme ils étaient à la manœuvre, ils ont pu orienter les choses pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, lorsque dans une vie, on atteint 64 ans, bon, on n'est plus ce gamin-là qu'on peut continuer à rouler à tout moment, qu'on peut continuer à mentir avec des bonbons. On vous donne des bonbons, on vous dit ah, c'est sucré, vous dites ah, c'est sucré, donc ça va m'aider, ça va terminer la faim. Bon, ça... Non, on n'est plus à ce stade-là. On est à un niveau où ceux qui nous imposent leur vision aujourd'hui, ceux qui nous orientent aujourd'hui, des fois, ils n'ont même pas l'âge que nous avons. C'est leurs ancêtres qui nous ont colonisés et puis ont pu maintenir cette emprise, nous maintenir sous cette emprise-là jusqu'à aujourd'hui. Mais il est temps quand même que ce peuple se dise, écoutez, on ne peut plus continuer comme ça. Parmi les mots qui nous rongent, il y a la Constitution. C'est indéniable. Donc vous êtes d'avis qu'il faut qu'on change ou qu'on révise la Constitution? En tout cas, écoutez, je n'adopte pas cette position aujourd'hui parce que le président Tshisekedi est au pouvoir, parce que non. Je voudrais dire aux Congolais qui me suivent, je ne suis pas habitué à changer de position, aller dans tous les sens et tout ça, non. Lorsque je prends une position, elle est réfléchie. La position que j'adopte aujourd'hui, je l'ai adoptée en 2006, lorsqu'on a présenté cette constitution. Je suis des rares Congolais à avoir pris le temps de l'analyser et compris qu'elle était mauvaise. Elle était mauvaise à plus d'égards. Et je suis de ceux qui ont battu campagne. On était dans des émissions pour demander aux Congolais de ne pas adopter au référendum cette constitution parce qu'elle allait nous créer des problèmes. Tout à fait. Et puis, elle nous a créé des problèmes. Alors, monsieur le coordonnateur, oui, puisque cette constitution, comme vous l'avez dit, déjà en amont, vous étiez parmi ceux qui étaient contre cette constitution. Quels sont les dangers ou quel est le danger qu'il y a autour de cette constitution? D'abord, dans sa conception elle-même. Aujourd'hui, les débats tournent autour, elle est venue de l'extérieur, est-ce que ce sont des Congolais, ainsi de suite. Moi, je pense que du moment où nous qui avions assisté à la conférence nationale souveraine, et j'ai toujours eu l'exemplaire de la Constitution, du projet de Constitution, issu de la conférence nationale souveraine, qui était simple et clair, qui ne demandait pas que des juristes puissent l'interpréter ou qu'elle prête à confusion. Non, des interprétations à tout sens. Non, c'était, prochainement, je l'aurai avec moi, vous allez voir que c'était clair. Et les principes qui sous-tendent notre nation, la vocation de notre nation au Congo, y étaient repris en filigrane. Mais cette constitution ici, en filigrane, vous trouverez que on touche à notre souveraineté, on la remet en cause, s'il vous plaît. 217. Mais oui, on remet en cause notre souveraineté. Allez dans la constitution rwandaise. Parce qu'il y a des aventuriers qui nous disent que non, c'est dans toutes les conditions des constitutions qu'on trouve cette disposition-là. On a cité quelques pays africains qui se retrouvent dans la même... Non, arrêtez ça. Allez dans la constitution angolaise, dites-moi l'article dans cette constitution-là qui dit que l'Angola peut céder une partie de sa souveraineté pour
l'unité, garantit l'unité africaine. Mais ce n'est pas pour autant que l'Angola n'est pas partie prenante dans tout ce qui s'est fait en Afrique. Et puis la RDC, c'est un pays géostratégique différent de tous les autres. Allez pays. dans la constitution rwandaise. Vous avez trouvé de tels articles? Et pourquoi nos intellectuels, nos soi-disant constitutionnalistes, excusez-moi, la Constitution tire ses racines seulement dans les faits juridiques. Elle tire ses racines dans les approches sociologiques et existentielles et tout ça. C'est toute une société. On coule l'existence de cette société-là. C'est un logiciel qui reprend tout ce qu'il y a comme notre vocation, notre vision, nos aspirations en filigrane. Et si ce filigrane-là est difficile à interpréter, aujourd'hui, il y a trop d'interprétations. Un seul article, on vous interprète de cette manière, donc ça prête à confusion. Et dans ce domaine-là, comme il s'agit d'un domaine crucial pour la vie de la nation, dès qu'il y a le doute, en tout cas moi je me méfie. Dès qu'il y a le doute, parce que le diable se cache dans les détails. Alors, par rapport à cette problématique de souveraineté, ceux qui sont contre la révision ou le changement de la Constitution disent que la notion de la souveraineté n'est pas liée à la notion du territoire. Dès qu'ils arrêtent ça c'est des théories, ils peuvent aller tromper les gens avec ça. Et c'est dans cela qu'on les dribble par des petits juristes qui sont en Europe là-bas. Ils veulent nous faire comprendre quoi? Quand on vous dit que vous pouvez vous délester de votre souveraineté, c'est clair. Vous allez dire que non, ce n'est pas lié au territoire et tout ça. Vous entrez dans les détails. Moi, je vous dis, si on entre maintenant dans les détails là, je vous dis, le diable se cache toujours dans les détails. Le malin, il est dans les détails. Et aujourd'hui, ceux qui ont des visées, qui veulent nous amputer de notre territoire, et ils s'accrochent à ça. L'accord de l'Émirat, il existait ou pas? Parce que l'AFDL est venu avec l'accord de l'Émirat. Qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à réclamer, après qu'ils aient réclamé au moins 300 km à l'intérieur de notre territoire, et qu'ils trouvent maintenant des astuces, parce que c'est leur constitution. Et ils ont trouvé des astuces pour truffer cette constitution de ces éléments-là, afin de s'en servir. Aujourd'hui, ils s'en servent. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle, vous voulez que je dise, de dire que les Rwandais ne revendiquent pas un pan de notre territoire. C'est connu de tous. Alors, monsieur le coordonnateur, est-ce que la RDC, déjà à travers les différents accords au niveau international et même régional qu'ils signent, ne trouvez-vous pas que à ce moment-là, en signant des accords au niveau international, nous perdions déjà d'une certaine manière une partie de notre souveraineté? Non, dans les principes généraux. Une république, c'est d'abord la conscience, la volonté du peuple de partager le même territoire, donc les mêmes frontières, d'avoir une même loi fondamentale, cette constitution-là. C'est pourquoi on l'adopte au référendum. C'est la volonté du peuple d'avoir la même législature. C'est-à-dire, on convient que, comme c'est nous, peuple, qui devons nous gérer, on convient que nous allons commencer à envoyer nos gens, nos représentants dans les institutions, à des périodes bien déterminées. Après cette période-là, leur mandat est échu et ils reviennent encore vers nous. Nous leur confions encore cette mandature. Et également, ce corps-là qu'on a formé là, on l'appelle souverain lorsque il est en quoi, comment pourrais-je dire, lorsqu'il est comparé, lorsqu'il est confronté, lorsqu'il est en relation avec d'autres corps de même nature. C'est là qu'intervient la notion de souveraineté. Si aujourd'hui nous sommes Congo,
lorsque nous parlons de la RDC, nous parlons du Congo-Brazzaville ici, et directement la notion de souveraineté intervient. La notion de souveraineté intervient parce que nous sommes un corps constitué de la manière dont je vais vous expliquer là. Mais lorsque on est comparé, on est en contact, on est en symbiose avec d'autres corps de cette nature-là, et c'est là qu'intervient la notion de souveraineté. Elle est automatique. Elle ne nécessite pas que nous puissions revenir dans nos textes pour dire que, pour être considéré comme un pays dans le Conseil des Nations africaines ou bien l'Union africaine, nous devons écrire dans notre constitution que nous pouvons abandonner une partie de notre souveraineté, une partie. Non. Mais même lorsque la RDC signe des accords... quand on dit que c'est un État souverain, hein, c'est quand on met en considération la communauté internationale. On met en considération des autres États. On dit que vous êtes souverain. Mais si le diable parvient à inclure dans la souveraineté là, qui est déjà acquise, qui est connue, qui est très considérée, et tous les juristes le savent. Moi, je suis pas... je n'ai pas fait ces études-là, mais c'est des choses qui sont connues, tout intellectuel le sait. Ils ne peuvent pas venir nous tromper ici. La notion de souveraineté, nous la maîtrisons. Et lorsque vous me dites que pour que le Congo soit confirmé comme un État souverain, lorsqu'il traite avec d'autres États, il faudrait que le Congo inclue dans sa constitution une disposition disant qu'il peut, pour traiter avec les autres États, ou bien qu'il puisse arriver à appartenir à une superstructure, il faudrait inclure dans notre constitution qu'il faut qu'on abandonne notre souveraineté. Non. Même si nous entrons à l'Union africaine, nous gardons notre souveraineté. Alors, d'après vous, qu'est-ce que l'on doit faire? Parce que jusque-là aussi, ça prête à confusion. Certains parlent de révision de la Constitution, d'autres parlent du changement. D'après vous, la meilleure approche, ce serait laquelle? En tout cas, cher ami, moi j'ai été à la conférence nationale souveraine. Pour qu'on accepte le terme là, souveraine, la conférence souveraine, les gens sont morts. On nous a tués ici, les gens sont morts. Ceux qui n'étaient pas dans ce combat-là, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de cela. Est-ce que vous craignez de l'importance de ça? Cela puisse se reproduire avec ces temps? Les gens sont morts parce qu'il fallait que la conférence nationale devienne souveraine. Mobutu n'en voulait pas. Et nous sommes imposés, elle est devenue souveraine. Et cette conférence avait produit un projet de constitution qui avait cette légitimité-là. Mais on l'a mis de côté pour nous produire ce document ici. Vous êtes d'avis que cette constitution a été rédigée à l'étranger et par des étrangers? Lorsque je parle de la constitution sur la conférence nationale souveraine, le constituant, c'était la conférence nationale souveraine. Les Congolais. Congolais. Qui n'est pas à comparer avec certains individus à ramasser par-ci, par-là, on les amène à Kisangani, ou qui n'est pas à comparer du point de vue de légitimité avec le fameux Parlement qui a été créé par Kabila Père. Il n'y a pas eu élection. Ils ont désigné des gens pour dire, bon, vous devenez député, vous devenez ceci et tout ça. Et puis, vous nous dites que c'est une constituante qui a la même valeur en termes de légitimité que la conférence nationale souveraine. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, on veut tromper le peuple. Et nous, nous sommes là pour dire au peuple la vérité. Justement, pour dire la vérité au peuple, l'opposition s'est réunie et a fait bloc. On a vu quelques leaders de l'opposition. Quelle opposition? Kabila. Le FC, on a vu le FCC. Écoutez, hein? Décider avec la Mouka ensemble. Ils sont contre cette démarche de changer. Écoutez, hein? Qu'est-ce que vous pouvez... Comment vous réagissez par rapport? J'ai réagi d'abord par dire que c'est moins sérieux. C'est qui d'abord le fait de cette arrivée opposition. L'opposition, c'est-à-dire... Vous doutez on de leur propose qualité mieux. d'opposant? Quel opposant? Quel opposant? Et aujourd'hui, c'est quelle structure? Parce que
On les appelle la Kabylie, les forces politiques et sociales. 80% des Kabylistes, ils sont avec Félix ici. Ils ont déjà transhumé. C'est-à-dire, c'est des gens leur action politique n'était pas assise sur un socle solide. Et Kabila aujourd'hui, il a une divagation. On ne connaît pas sa position. On ne connaît pas sa position. Et les autres qui parlent là, moi j'ai des vidéos où j'entends Sesanga dire que voilà, une fois qu'il est élu, il va changer la constitution. Il le dit. Mais aujourd'hui, il est contre. Et non, c'est-à-dire ce sont des aventuriers. Quand quelqu'un vous dit qu'une fois élu, il va changer la constitution, et puis il se réveille un matin, il entend qu'on veut changer la constitution, il dit non, on ne peut pas changer. Alors là, ça devient curieux. Hein? Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens pareils? Moi, je vous dis que je les connais. J'étais avec eux. Et si aujourd'hui ils se présentent comme ils se présentent là, d'abord entre eux ils ne se font pas confiance. Mais ils promettent quand même de faire des manifestations. Nous savons comment ça se passe. La population risque de sortir dans la rue. Non, et puis on risque d'avoir des accrochages avec ce pays est indépendant depuis 64 ans. Est-ce que vous ne craignez pas? Nous n'avons plus un peuple mouton comme on le faisait dans le temps là et tout ça. Non. Aujourd'hui, bien sûr, il y a la souffrance. Parce qu'eux s'accrochent à un élément pour dire que, parce que nous souffrons, oui. En quoi le changement on ne peut pas changer la Constitution, c'est pour vous dire que vous avez un véhicule. Vous voulez vous rendre au travail. Vous dites non, parce que le véhicule ici, il a une petite panne. Je reste à la maison. Parce que c'est le seul moyen que vous pouvez utiliser pour aller au travail. Non. Vous allez comme ça en sachant qu'il y a une telle difficulté que vous devez surmonter. Mais vous arrivez à atteindre votre objectif, vous arrivez quand même au travail. Parce que c'est de là que sortiraient les ressources pour réparer même ce véhicule. Aujourd'hui, le pays est miné. Nous avons, on ne sait pas par où s'en sortir. Le pays est miné. Il y a l'agression à l'Est. Il y a l'agression à l'Est. Et vous nous dites que les Occidentaux aussi, la main noire est là. L'Union européenne a signé des accords avec le Rwanda. Aujourd'hui, ils pompent tous nos minéraux qui vont là-bas, qui peuvent faire le bonheur des Congolais. Imaginez tous ces minéraux-là qui sont utilisés par des multinationales au niveau, tout ça. Si c'était, ça nous revenait, et ces gens-là venaient acheter ici chez nous, on aurait de quoi payer tous les Congolais, même les chômeurs. Comme ils le font en Europe là-bas. Eux qui n'ont rien, ils payent même leurs chômeurs. Mais nous, avec tout ce que nous avons, qu'est-ce qui nous empêche de dire, bon, dorénavant, on a le minimum vital. Les Congolais doivent accéder à ça. On peut le faire. Mais nous sommes maintenus parce qu'il y a des textes qui ont été élaborés pour ça et il y a des intellectuels qui se font tout simplement par égoïsme. On vous appelle dans un coin, vous pouviez dire non, non. Pour arriver à parler d'une constitution, il faut qu'on soit réellement une constituante. Et ce sont des traîtres. Parce qu'ils allaient dire, écoutez, nous vous appelez pour qu'on élabore une autre constitution. Mais nous avons la constitution issue du peuple, la conférence nationale souveraine. Est-ce que c'est pour laquelle les gens sont morts? Est-ce que cette constitution... Mais vous allez dans un coin, vous articulez un document là, et puis vous arrivez, non, non, faites pas des Congolais. Quels Congolais? Est-ce que c'est et là, de quelques têtes là, ils remplacent le peuple? Ceux qui sont allés faire en catimini là, qui savait au Congo ici qu'on a réuni des Jacques Sangani pour élaborer une nouvelle constitution? C'est sorti seulement aujourd'hui. C'est sorti seulement aujourd'hui, sinon nous nous serions opposés. Parce que nous avions un document issu de la conférence nationale souveraine, s'il vous plaît. Mais d'après vous, monsieur le coordonnateur, est-ce que vous pensez que cette constitution de la conférence nationale souveraine répondra au contexte congolais actuel? Sans problème. Elle est d'actualité, jusqu'aujourd'hui, sans problème. On peut peut-être toucher quelques petits éléments, parce que là, on parlait des Zaïre, ici on parle de la RDC, on peut toucher juste des éléments de forme. Mais dans le fond, elle est simple et potable, compréhensible par même des petits-enfants. Et elle mettrait en difficulté tous ceux qui viennent avec des longues analyses. Une constitution, pour la comprendre un article, il faut toute une dissertation. Toute une thèse pour comprendre un article.
Et qui met même en confusion les avocats eux-mêmes. Arrêtez ça. Mais monsieur le coordonnateur général, mais comment nous pouvons réviser ou changer cette constitution au moment où il y a la guerre, parce qu'il y a aussi l'état d'urgence, il faut le rappeler. S'il faudrait aboutir à cette démarche... Cher ami, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Dans la conception, je ne peux même pas appeler ça législateur. Parce que c'est un document qu'on a ramassé quelque part. On a essayé de lui donner la forme pour qu'il s'adapte un peu, et puis on l'a imposé. Mais là-dedans, là, lorsque on parle qu'on ne peut pas faire de changement ou de révision pendant l'état de siège, c'est lorsque l'état de siège concerne toute la République, tout le pays. Et même au niveau de la gouvernance globale du pays, il y a un président. Quand on entre dans cette situation-là, on suspend même le Parlement. On suspend tout ça. Donc, ça devient l'état de siège au niveau national. Vous suivez? Et dans ce contexte-là, on ne peut pas faire, on ne peut pas réviser. On ne peut pas toucher. C'est ça l'idée ou la philosophie ou l'intelligence qui est derrière cet article-là. Et si c'est une partie du pays est occupée quelque part, mais le gouvernement, le Parlement est là, il existe. Il y a eu même des élections ici, et ainsi de suite. Vous avez dit non, parce qu'il y a l'état de siège à l'Est, là-bas, on ne peut pas toucher à la Constitution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup se posent cette question? C'est un aventurier. Beaucoup se posent cette question. Est-ce qu'il y a vraiment urgence et nécessité de réviser ou de changer la Constitution? Vous l'avez dit tout à l'heure, puisque vous l'avez même reconnu, qu'il y a une problématique autour de l'amélioration des conditions sociales de la population. Il y a plusieurs priorités, notamment la question de la sécurité. Il y a des problèmes, des fournitures en eau potable, en électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le changement ou la révision de la Constitution est une urgence ou une nécessité? Ces problèmes-là dont vous faites allusion ne datent pas d'aujourd'hui. OK. Kabila a fait 18 ans ici. Avec les 3 années de Mosée, c'est 21 ans. La régie des eaux est restée régie des eaux comme elle est là. OK? La SNEL est restée SNEL comme elle est là. C'est maintenant que les efforts sont en train d'être fournis pour changer la situation. La situation sociale, elle est restée comme elle est là, comme Kabila l'avait laissé. C'est maintenant que les efforts sont en train d'être faits. Mais quand on vous lègue un pays miné, dans le trou profond. Le trou profond. Vous allez tout faire pour sortir, même si vous faites la moitié du trou. Mais comme vous n'êtes pas sorti en surface, on dira toujours que vous êtes dedans. C'est ça la situation actuelle. Mais moi, je peux vous dire que il y a des grandes avancées. Un pays comme celui-ci, on va signer un contrat avec les Chinois. Tout l'argent là est pris. Nous avons aujourd'hui un budget de plus de 16 milliards. Les kabylistes étaient opposés même à dire, quand on disait non, nous pouvons mener le billet là à 4 milliards. 4 milliards. Ils disaient non, pas question, c'est impossible. OK? Mata Tamponyo qui parle, il disait c'est impossible d'atteindre même 4 milliards. Pourquoi? Parce que la différence là, ils nous entretenaient autour de 2-3 milliards. La différence là, ça allait dans leur poche. C'est ce qui fait que les Matata ont pu détourner beaucoup d'argent. Ils ont construit des universités. Les Kabila aujourd'hui, ce sont des pachas. Et ils ont amassé des fonds dans les paradis fiscaux. Tout simplement parce qu'ils se servaient à la source. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards. Ceux qui détournent, oui, on les dénonce, c'est ainsi qu'on apprend même qu'ils étaient là détournés. Mais à leur époque, ils étaient couverts. C'est le chef lui-même qui couvre le meilleur voleur parce qu'il lui apporte, il trouve les mécanismes pour tirer le plus d'argent possible et puis mettre dans ses poches et tout ça. Alors, quand vous en parlez, on vous arrête.
soit on n'en parle pas. C'est modus causi. Même quand ça arrive chez lui, on arrête. Dites-moi, Kabila a-t-il déjà été quelqu'un qui a détourné? Pendant les 18 ans qu'il a passé au pouvoir, a-t-il déjà, son parlement a-t-il déjà révoqué quelqu'un pour avoir détourné? Non. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. C'est l'argent qu'on voit comme ça passer. Ça entre quand même, on est au courant, ça passe. Et bien sûr, s'il y a des détournements, c'est suivi à la loupe et c'est connu. Et ces gens sont poursuivis, sont interpellés. Mais ils ne sont pas arrêtés. C'est une avancée. C'est une avancée. Il ne faut pas arrêter. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que notre système judiciaire a ses réalités. C'est la raison pour laquelle nous venons de sortir de ce des États généraux. Des États généraux de la justice. C'est parce qu'elle est malade. Est-ce que vous pensez que ces assises peuvent apporter quelque chose? Peuvent apporter quelque chose s'il y a la dimension du changement de mentalité. Parce que si les mêmes s'évertuent à perpétrer les mêmes problèmes, même si les textes changent, on ne va pas sortir de l'auberge. Donc il faut une nouvelle catégorie des Congolais. Et d'ailleurs, c'est en train d'arriver. Parce que j'ai vu, même au niveau de la police, une vidéo là où un policier, par zèle, il a arrêté des gens qui faisaient des faux billets. Il les a arrêtés, il les a tenus en justice. Et nous encourageons nos opérateurs de justice à tous les niveaux. Le peuple vous soutient. Vous posez ces actes, c'est lui qui ose vous faire du mal parce que vous avez arrêté, ou bien c'est lui qui viendra en tant que parapluie. Là, il va faire face à toute la population. Nous sommes là pour ça. Aussi bien dans l'armée. Vous recevez des ordres mal donnés de votre chef, vous remarquez que ça c'est dangereux pour la sécurité du pays. N'obéissez pas. Contredisez ça. Vous avez le peuple derrière vous. Alors, c'est ainsi que nous allons, avec une nouvelle dynamique, une nouvelle classe, avec une nouvelle mentalité, on va arriver à changer le pays. Alors, monsieur le coordonnateur général, lentement mais sûrement, nous cheminons vraiment vers la fin de cette émission. Nous revenons sur notre sujet qui concerne essentiellement la problématique de la révision et changement de la Constitution. Changer de Constitution appelle à un référendum. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'État, à l'heure actuelle, est à mesure, puisqu'un référendum, il faut le reconnaître, c'est un vote, d'organiser aussi ce scrutin-là à travers un référendum? Vous ne trouvez pas que cela alourdit la machine et rend la situation encore beaucoup plus compliquée? Moi, je voudrais dire ceci. Le président a dit qu'il va mettre en place une commission. Il n'a pas encore mis en place cette commission. Est-ce qu'il va-t-il le faire le mois prochain, ou l'année prochaine, ou l'autre année, en 2026? Bon, il a lancé une idée. Est-ce que la Constitution elle-même, telle qu'elle est là, même si elle est comme elle est là, mais elle prévoit aussi les mécanismes pour être changés, pour être révisés? Est-ce que c'est défendu de la réviser? Non. Parce qu'il faudrait qu'un jour que nous arrivions à... Et pourquoi est-ce que pour le faire, parce que ça doit quand même, il faudrait qu'un jour on en arrive. Est-ce que pour le faire, il faudrait que les gens se mettent debout pour troubler l'ordre public, pour chercher à brûler le pays, parce qu'on veut procéder à l'application d'une disposition contenue dans le texte lui-même? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on prête des intentions c'est tout simplement parce que... pérenniser au pouvoir? Bon. Qui leur a dit qu'il le fait pour ça? Est-ce qu'on peut, sur base d'un procès d'intention, arriver à condamner toute une nation? Tout un peuple, on dit nous sommes condamnés parce que si on ose, il y a un procès d'intention qui plane, alors à ce moment-là, ainsi de suite. Non. Tout simplement par perfidie. Parce que ces amis-là, à un certain moment, ils ont cherché à pousser le président à organiser un dialogue, après avoir échoué aux élections. Moi, j'en ai reçu qui me disaient non, il faut aller dans ce sens-là, écoutez. Mais comment voulez-vous? Je voudrais même vous poser cette question. Qu'on puisse évoluer. Alors, maintenant, là, leur cheval de bataille, c'est quoi? Pousser la pression, en fait, hein, en réalité. Hein, c'est la recherche du dialogue. Du dialogue. Si on leur dit, bon, venez maintenant au dialogue pour voir si on peut ou ne pas changer, ils viendront en courant. Est-ce que cette série... À l'issue de ce dialogue-là, ils vont dire, bon, on partage les postes. C'est tout ce qu'ils veulent. Hein? Et le peuple n'est plus dupe pour suivre ce genre de choses. Le peuple n'est plus dupe.
Vous n'êtes pas d'avis d'un quelconque dialogue autour d'une table des acteurs politiques pour réfléchir sur l'avenir de la nation. Pour certains, d'ailleurs, c'était une lorsque occasion le pour président dit renforcer la qu'il cohésion va nationale. mettre en place une commission, c'est une espèce de confrontation d'idées. Pas le dialogue de nature à dire, voilà, nous allons faire la table rase et puis on se partage les postes. Non, ça, on a connu ça, ça nécessite partage des postes, ceci et tout ça. Non, on en a marre. Maintenant, là, si le président dit, voilà, il met une commission où il y aura toutes les têtes pensantes. Bien pensantes alors. Mais tous ceux qui se pavandent dans les médias, qui pensent qu'ils ont des choses, ils viendront là-bas. C'est dans ce choc d'idées-là, dans ce cadre-là, qu'on va dégager, est-ce qu'il est opportun de changer cette constitution? Est-ce qu'il est opportun de la réviser? Est-ce que... C'est là où l'on entend les intervieweurs. Mais maintenant, là, dire que parce qu'on a évoqué cette question, il faut aller vite dans la rue, et tout ça, mais c'est un procès d'intention. Et moi, je pense que le peuple qui souffre, qui est préoccupé à son quotidien, bon, il ne va pas vous accompagner parce que vous cherchez à engager encore plus, au-delà de ce que vous avez déjà. Très bien. Oui. À vous entendre parler, on a compris votre position. Et les kabylistes, là, qui étaient déjà plus de 23 ans, plus de 21 ans, ils pensent que le peuple a oublié. Ils disent qu'ils sont opposants. On s'oppose à la gouvernance. Et avec des propositions. Quelle est la rhétorique? Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer en termes de gouvernance qui peuvent être mieux que ce qui est fait aujourd'hui? Est-ce que vous ne pensez pas qu'actuellement, il y a crainte que les pratiques que vous avez déplorées lorsque le régime précédent était aux affaires, que ces pratiques se reproduisent? Comme quelles pratiques? Aujourd'hui, on parle d'une dictature en gestation. En quoi il y a eu une dictature? L'opposition se sent muselée, se sent opprimée, se sent marginalisée. Écoutez, il ne faut pas prendre la rhétorique que nous avions à l'époque, l'utiliser présentement pour dire vous avez raison, non. L'opposition est muselée en quoi? Aujourd'hui, les opposants parlent. Du temps de Kabila, le Rwanda nous attaque. Qui pouvait oser aller dans un média là dire que Kagame est en train de nous attaquer, le Rwanda nous attaque et tout ça? Et sortir tout bonnement rentrer chez lui à la maison. Mon frère Christophe Nkolomoni, qui était DG de la RTNC, il n'y était pour rien. Parce qu'il y a eu un forum à la foire là-bas, la RTNC passait cela en direct, et on a évoqué, on a parlé du Rwanda là-bas. Le même soir, démis de ses fonctions. Le même soir. Et Kabila ne nous a jamais pardonné. Le monsieur là, jusqu'à ce que Kabila est parti. Pourtant, c'était un pilier de peu perdu. Et qui défendait farouchement le régime. Oui, qui défendait farouchement le régime. Mais parce qu'il a touché à la corde sensible. Mais aujourd'hui, nous avons des opposants qui quittent ici, ils voyagent, ils vont à l'extérieur, ils descendent à Kigali, et puis ils remontent, ils viennent ici, et tout ça. Et vous allez me dire qu'ils sont muselés? Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Qui ne sait pas que tous tels qu'ils sont là? Moi, un jour, Roubaix-Roi, nous sommes dans Sauvons la RDC. Il dit, voilà, il y a un forum aux États-Unis, un ami avec qui nous étions là, co-coordonnateur, il m'a dit un forum aux États-Unis, on nous invite. Moi, j'ai dit, qui est le point focal et tout ça? Il m'a dit, Roubaix-Roi. Moi, j'ai dit, moi là, Congolais, Christopher, je vais aller dans les bagages de Roubaix-Roi jusqu'aux États-Unis pour un forum. Oh non, c'est un milieu, on va rencontrer les décideurs et tout ça. J'ai dit, niet, je ne suis jamais parti. Mais il y a des gens qui sont partis. Un jour, Roubaix lui-même l'a dit, qu'aujourd'hui, tel qui nous insulte là, quand nous allions là-bas, qui payait son billet, qui payait son logement, qui payait sa nourriture? Mais dit, parlez-moi des gens qui se respectent. Parlez-moi des gens qui se respectent. Kabila, moi ici, je ne lui ai jamais serré ma main. Cette main ici. Cette pauvre main ici. Je ne lui ai jamais serré ma main.
Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas sollicité à me rencontrer. J'ai refusé. Parce que j'ai une position. Parce que je me respecte et je respecte les gens que je défendais, que je défends jusqu'à aujourd'hui. Je les respecte. Mais voir ces gens-là qui ont tué Chebeya, ils ont tué aussi Mukendi, ils ont tué et tout ça. Vous nous dites que ces gens-là sont devenus des opposants, ils ont une réplique à la gouvernance d'aujourd'hui, mais arrêtez ça. Thérèse Kapanga, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su qui avait tiré sur lui. Aujourd'hui, au moins, on voit que dès qu'un policier, un militaire ou quoi là, il commet des actes répréhensibles, il est saisi et puis jugé en flagrance. Déféré devant la justice. Déféré devant la justice. Personne ne vient derrière là pour dire non, non, ne les touchez pas et tout ça. On les juge. Parce qu'on dit la régression des droits humains. Non, non, nous avons connu des situations. Les forces communes à Maluku sont là. C'est connu de tous. Armand Tungoulou. Donc, il a disparu comme la fumée, comme ça. Il s'est volatilisé. Il a été tué quelque part, ici. Et on est allé l'enterrer dans un cimetière sous un faux nom. Ces gens-là sont toujours là. On ne nous a jamais dit la vérité sur ça. Kabila, avant de venir nous dire qu'il devient opposant, hein, qu'il nous dise d'abord où est-ce qu'il a enterré Tungoulou. Chadari, avant de venir vociférer là, qu'ils nous disent d'abord où est enterré Fidel Bazana. On commence quand même par là. Ils ne vont pas penser que nous avons une mémoire courte pour qu'ils viennent nous raconter des histoires. Nous sommes vivants pour pérenniser la mémoire du Congolais. Peuple congolais, qu'on ne vous prenne pas pied levé, on vous amène donc. Satan peut revêtir d'une la peau d'un ange ou d'un ange avec des ailes et tout ça, vous croyez que non, vous êtes dans le bon. Mais essayez, cette fois-ci, il va vous couillonner. Très bien, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Monsieur le coordonnateur général, Christopher Ngoyi, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette dernière question. Vous avez, à travers vos propos, bien éclairé l'opinion et l'opinion a compris certainement votre position. Mais beaucoup se demandent, se posent cette question, ce serait la dernière, avant de vous accorder un dernier mot, un message à lancer à la population. Quelles sont les faiblesses, les grandes faiblesses que regorge notre constitution actuelle et qui méritent pour ces faiblesses d'être carrément changées? Je ne vais pas entrer dans les détails. Juste survoler. Hein, Son origine d'abord. Ces documents viennent de l'étranger. C'est une très grande faiblesse. Aujourd'hui, qu'on nous dise, qu'on monte, qu'on descende, nous avions une constitution issue de la conférence nationale souveraine, avec le consentement de tous les Congolais qui étaient là. Pourquoi on l'a mis de côté pour aller nous produire un autre document venu d'un seul bout? C'est une grande faiblesse, rien que ça. Maintenant, son intelligence. Il touche à notre souveraineté. La loi Bakashika. La loi Bakashika, qu'est-ce qu'elle avait fait pour être élaguée de la Constitution? C'était bon ou bien c'est mauvais? Aujourd'hui, avec ce qui nous est arrivé, on se rend compte que c'est mauvais. On l'a élagué sciemment. En quoi cette loi Bakashika était-elle mauvaise? Ou les professeurs qui se targuent aujourd'hui d'avoir écrit cette Constitution ici, avaient-ils ignoré la loi Bakashika pour ne pas la retrouver dans l'actuelle Constitution? Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Rien que ça sont des grandes faiblesses intolérables, inacceptables. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur général, d'avoir disposé de votre temps et de nous avoir accordé votre disponibilité. Vous êtes coordonnateur général de l'Alliance de forces sociales de la RDC, coordonnateur général de la société civile de la RDC. Un message à tout le peuple congolais qui nous suit en ce moment et surtout en cette période vraiment cruciale de l'histoire de notre pays. Non, peuple congolais, excusez-moi d'être irrité, d'utiliser ce ton, tout simplement parce que lorsqu'il s'agit de vous défendre, lorsque je vois des gens qui vont martyriser et tout ça, vouloir rebondir astucieusement là, ça m'énerve. Excusez-moi de m'être énervé. Mais je voudrais vous dire que le dossier ou la question de la révision, changement de constitution et tout ça, c'est un débat citoyen. Et il est ouvert.
Je ne pense pas qu'on peut arrêter ou empêcher ce débat. Nous devons le faire en toute sérénité. Mais s'il y a des gens qui pensent que pour faire ce débat-là, un débat citoyen, il faudrait vous appeler à sortir dans la rue, il faudrait appeler à chambarder ou à brûler le pays, c'est que ils ont une mauvaise intelligence. C'est que ils sont dictés quelque part. Nous savons qu'il y a l'argent qui est versé ici, l'argent. Autant ils sont en train de concocter des coups sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, ils sont en train d'y travailler. Mais ça, c'est un pays, nos ancêtres nous ont légué ça. Les Amboga et Laka, ils ne pourront plus, ils ne pourront pas réussir. S'ils essayent, on va les prendre tous. Nous savons tout ce qu'ils font. Nous savons tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est quoi peut-être malin, mais on sait tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ne vous laissez pas distraire. Cette constitution, elle est mauvaise et n'apportera pas du bonheur. Non seulement nous, ça ne nous a pas apporté du bonheur jusqu'à aujourd'hui, elle n'en apportera pas à nos enfants, nos petits-enfants. Également, ils vous disent que vous souffrez parce qu'on souffre, on ne peut pas changer la constitution. Je vous dis niet. Ce n'est pas parce qu'il y a la souffrance que lorsqu'on nous attaque, nous ne pouvons pas nous défendre. Ce n'est pas parce qu'il y a la souffrance que lorsque nous devons sortir de notre pays, sinon nos pères qui ont obtenu notre indépendance ne l'auraient pas fait parce qu'ils souffraient terriblement. Vous allez dire comme nous souffrons là, non, on ne peut pas. On attendra le jour qu'on sera bien, c'est alors qu'on sera en mesure de faire face aux Blancs pour demander l'indépendance. Mais ils l'ont fait malgré leurs conditions. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, si nous avons des difficultés, et ces difficultés-là sont liées même aux dispositions contenues dans cette Constitution. On ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Alors, soyez sereins. Ne suivez pas ces vendeurs d'illusions. Ne les suivez pas. Soyez sereins. Ce débat citoyen, faites-le partout où vous êtes là-bas. Faites ce débat-là. En toute sérénité, c'est permis, c'est autorisé. Mais si quelqu'un vous dit qu'allons faire ce débat-là dans la rue pour casser les maigres réalisations que nous avons, pour brûler les pneus, faire ceci et tout ça, dites-lui non. C'est un débat, nous pouvons discuter, mais dire que nous allions vous accompagner à faire ces choses-là, on ne le ferait pas. Merci beaucoup à vous, M. Christopher Ngoy Moutamba. Merci pour cette opportunité. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de partout où vous nous suivez à travers le monde. Vous avez été très nombreux à l'avoir demandé et sollicité. Voilà, vous avez suivi tout ce qui a été dit au regard de cette question, de cette problématique de révision ou de changement de la Constitution. Le rendez-vous est donc pris pour un prochain numéro avec un autre invité et bien évidemment avec le même plaisir. Merci et bonne suite de programme sur toutes les différentes chaînes où vous suivrez cette émission et à la prochaine. Au revoir.